Pourquoi certaines femmes tombent sur des hommes toxiques plus que les autres? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel je vais vous parler justement de plusieurs cas de femmes que j'ai pu accompagner. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que, évidemment, c'est pas tout le temps les mêmes femmes qui tombent sur des hommes toxiques, faut pas faire des généralités, mais il y avait quand même certaines choses qui se recoupaient, et quand on fait le lien entre ces éléments-là et ce qu'on sait aujourd'hui en psychologie clinique sur justement l'état d'esprit de certaines victimes de relations toxiques, je trouve que c'est intéressant d'en parler pour faire le lien entre ce qu'on sait tout simplement et les choses qui peuvent nous arriver. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, praticienne en thérapie brève, donc je pratique l'hypnose ericksonienne, l'hypnose hahnemannienne, l'hypnose directive, l'hypnose profonde, la programmation neurolinguistique, la DNR, donc la reprogrammation neuronale profonde, et également les constellations familiales. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à sortir de la dépendance affective pour justement être moins victimes de ce type de relations, renforcer leur estime d'elles-mêmes et vivre des relations saines, plus apaisées et durables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines notifications des épisodes qui sortiront. D'ailleurs, j'ai mis en place une formation offerte pour vous qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Et donc, c'est une formation qui vous apprend comment sortir des schémas de dépendance émotionnelle et justement des schémas répétitifs en amour. Donc, pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Certaines femmes semblent davantage attirées ou exposées à des hommes toxiques. Des hommes au comportement manipulateur, des hommes avec parfois une pathologie toxique, comme on le sait avec le cas de la perversion narcissique par exemple, des hommes violents, des hommes violents dans leurs mots, violents dans leurs actes, des hommes abusifs, des hommes malsains. Et donc, elles semblent attirées vers ces hommes-là en raison de divers facteurs psychologiques, relationnels et contextuels. Justement, si on devait donner une définition de l'homme toxique, ce serait des hommes qui ont des traits comme justement celui de la manipulation, le contrôle, le manque d'empathie, ou même des comportements de personnes justement abusifs et justement malsaines. Et les raisons pour lesquelles ces femmes-là tombent souvent plus que d'autres sur ce type de profil, c'est parce qu'elles ont certaines vulnérabilités. Et justement, je vous le disais en introduction, ces vulnérabilités, elles sont connues de la psychologie de l'attachement et de la psychologie clinique, qui recense justement pourquoi est-ce qu'une personne, du point de vue de son histoire, du point de vue de son organisation psychique, a certaines difficultés dans la vie. Il y a tout d'abord la première chose, et je crois que c'est l'une des plus importantes, c'est le modèle d'attachement. C'est-à-dire quel type d'attachement cette personne a à l'intérieur d'elle. Les femmes qui par exemple ont... Alors là je parle de femmes, mais il faut savoir que c'est exactement la même chose pour les hommes, je ne fais aucune exception. C'est juste que je m'adresse à des femmes hétérosexuelles qui en l'occurrence rencontrent des hommes. Mais les personnes qui par exemple ont un style d'attachement anxieux peuvent avoir une forte peur de l'abandon et un besoin de validation. Donc c'est des personnes qui vont être plus attirées par des personnes qui justement ont des comportements toxiques, de manipulation, d'ambivalence, en alternant entre des moments de proximité et de rejet. Il faut savoir évidemment que ces mêmes personnes au comportement toxique ont elles-mêmes des failles, des souffrances psychiques issues de leur modèle d'attachement généralement ambivalent, voire désorganisé. Désorganisé, c'est plutôt à un point tel que la personne a souvent été victime d'abus, de traumatismes, de viols, de crimes, de choses très graves, de maltraitance. Mais en tout cas, ça explique pourquoi ces personnes-là se comportent de telle manière. On ne cherche pas à les excuser, c'est pas le but, mais c'est simplement une façon d'expliquer comment finalement ces deux modèles se recoupent l'un et l'autre. Car justement, ces relations vont activer cette anxiété d'abandon et nourrir le besoin de validation constante de ces personnes.
Je ne l'apprends pour personne, vous êtes déjà au courant, normalement, si vous êtes déjà intéressé à ce type de sujet, mais il n'est pas rare que, justement, ces comportements d'anxiété, ces peurs de l'abandon, ce besoin de validation constante qui est réactivé là par la personne toxique dans le présent, ait déjà été réactivé par le passé par d'autres personnes toxiques qui, en réalité, elles-mêmes réactivent une blessure primaire qui a été déjà créée dans l'enfance de la personne. C'est pourquoi, justement, les schémas qu'on a appris inconsciemment dans l'enfance, qu'on nous a montrés de par nos propres figures d'attachement, nous ont autant marqués et façonnés. Il y a aussi celles qui ont justement développé un style d'attachement désorganisé. Donc ça, c'est le cas des personnes qui ont grandi dans un environnement familial instable, marqué par des conflits, par de l'imprévisibilité, et donc qui vont donc être attirés par des partenaires eux-mêmes instables, qui reproduisent leur propre dynamique relationnelle de l'enfance, qui sont du coup familières, c'est ce que je disais juste avant, même si justement c'est source de souffrance. Finalement, alors non, loin de moi l'idée de dire que tout est désespoir, mais on le voit bien dans la thérapie que ce qu'on traite en tant qu'adulte, c'est ce qu'on a vécu étant enfant. Et quand je dis enfant, c'est surtout dans notre rôle d'enfant, parce que même en étant adulte, on est associé à un système. C'est ce que nous disent les constellations familiales. On est né dans un système, on doit avoir notre place dans ce système. Que ces systèmes aient été maltraitants ou non, on a de toute façon notre place et on ne peut pas s'en extraire. Et donc toute la difficulté de l'adulte, c'est de naviguer avec le système dans lequel il a grandi, surtout dans les systèmes dans lesquels la personne a été victime d'abus, de maltraitance, de violence ou de manquement en fait. Deuxième critère, c'est le manque d'estime de soi et donc justement le besoin de validation extérieure, qui est de toute façon qu'une conséquence de ce qu'on vient de dire juste avant. Donc les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qui ont une estime d'elles-mêmes qui est fragile, sont forcément plus vulnérables aux personnes toxiques car elles recherchent chez eux la validation et l'approbation qu'elles ne se donnent pas à elles-mêmes. Et ces personnes toxiques qui sont, on l'a vu, elles-mêmes très ambivalentes et dans des schémas de souffrance, mais qu'elles extériorisent en fait, en faisant souffrir les autres, en cherchant du pouvoir, en manipulant, c'est souvent des personnes séduisantes, persuasives, qui donnent une impression de valeur, qui donnent une sensation de force, de sécurité, et qui renforcent le besoin de rester avec elles, même lorsqu'elles ont des comportements destructeurs. Donc encore une fois, ce sont comme des Legos qui s'imbriquent très bien entre eux, puisque leurs souffrances s'attirent, elles ont besoin l'une de l'autre. Le pervers, le toxique a besoin de quelqu'un qui a besoin de lui, et la personne qui est en manque a besoin d'une personne pour le remplir. Et d'autres éléments, ça peut être effectivement les schémas de dépendance affective qui amènent des femmes à privilégier des relations où elles se sentent nécessaires et indispensables. Et justement, c'est ce que les personnes qui vous mettent sous emprise recherchent en effet miroir. C'est justement cette instabilité émotionnelle qu'ils ressentent, cette attention constante qu'ils sentent que vous êtes capable de leur donner, parce qu'en réalité, vous en avez besoin. Et donc, ça va créer cette dynamique de dépendance. Alors là, ici, je parle de femmes et d'hommes, mais ça peut être inversé. La personne se rend indispensable pour sauver le partenaire qui a des comportements destructeurs, et ça renforce justement cette emprise. Ce sur quoi on met moins la focalisation, mais qui est tout aussi important, ce sont les croyances sur l'amour, et donc les schémas relationnels qu'on a appris. Donc les personnes qui ont par exemple développé au fil du temps la croyance que l'amour implique de la souffrance, de la patience, des sacrifices, notamment si elles-mêmes ont été témoins de ce type de relation avec leurs parents, c'est un schéma qui va les amener à tolérer ce type de comportement et donc à penser que l'amour c'est ça. Mais ça peut être aussi le cas des personnes qui ont grandi donc dans des familles où il y a eu déjà ce type de relation et qui ont en fait des visions de l'amour, des schémas inconscients, que finalement, leur rôle à elles, c'est de sauver quelqu'un, ou c'est d'aider quelqu'un qui va mal à se stabiliser. C'est vraiment ce qu'on appelle le syndrome du sauveur ou de l'infirmière, avec des personnes qui cherchent d'autres personnes en difficulté émotionnellement, parce que des fois, ça répond aussi à
des rôles qu'elles ont eus en tant qu'enfants, qu'elles n'auraient pas dû avoir avec un parent qui allait mal et qu'elles ont sauvé parce qu'elles n'avaient pas le choix, ou qu'elles ont sauvé pour être aimées, comme par loyauté. Et donc, elles ont été placées depuis l'enfance dans ce type de schéma de guérison de l'autre avec ce sacrifice d'elles-mêmes. Évidemment, tout ça c'est que de la redite, mais ça fait le lien avec l'éducation et les modèles parentaux reçus. Donc, quels étaient justement les conflits auxquels elles ont assisté étant enfants. Souvent, ça peut être des cas où il y avait un des parents qui exerçait un contrôle sur l'autre parent, voire sur la famille. Elles ont pu aussi être attirées par des relations qui reproduisent justement ce même schéma-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'inconscient reproduit toujours ce qu'il a appris dans une tentative d'intégration. C'est un concept qui a été développé par Freud et qui ensuite a été repris par René Roussillon, qui l'a appelé ensuite la compulsion à l'intégration. L'inconscient, il va sans cesse répéter ce qu'il n'arrive pas à assimiler, ce qui a été trop dur à assimiler étant enfant. Un petit peu comme une voiture qui essaye de redémarrer à chaque fois, alors que la pièce manquante n'a pas été réparée. Donc c'est pour ça que pour certaines, même si consciemment elles savent que c'est une relation qui est toxique, elles ne peuvent pas s'empêcher de penser que quelque part elles ne peuvent adhérer qu'à ça, parce que pour elles c'est leur normalité. Et puis parfois ça peut être aussi la recherche inconsciente d'un parent, décédé ou non, qui avait le même comportement. Ça peut être le cas par exemple d'une personne qui n'a jamais fait le deuil de son père, décédé ou non, ou d'un père qui finalement n'a pas eu le comportement escompté et qui était contrôlant. Et inconsciemment, elles vont se retrouver vers ce même type de personnage parce que quand un enfant n'obtient pas l'amour de son parent, un enfant, peu importe ce qu'il subit, il a toujours tendance à admirer son parent et à l'aimer pour qui il est. Et donc, pourquoi est-ce qu'il fait ça aussi? Parce que choisir d'aimer son parent malgré tout, même en souffrant, c'est toujours une façon d'être en lien avec lui, surtout quand on ne peut pas obtenir l'amour d'une autre manière qu'en subissant ce qu'on a comme parent étant enfant. Et donc du coup, le fait de le répéter à l'âge adulte, pareil, pour l'inconscient, ça fait sens parce que c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Ça peut être aussi la recherche d'intensité émotionnelle et de passion chez ces personnes-là. Encore une fois, tout ça c'est lié. C'est lié avec tous les éléments que je suis en train de donner. Mais par exemple, quand, même si on l'a pas forcément vécu en tant qu'enfant vis-à-vis de nos parents, quand dans nos relations, on a souvent été habitué à des moments très hauts émotionnellement et très bas émotionnellement, et ça depuis notre âge le plus jeune, on peut avoir une sorte d'adhérence et d'habitude face à ce mode relationnel. Et donc du coup, on peut croire inconsciemment que la seule chose qui nous rend vivantes, c'est cette intensité émotionnelle qu'on associe à l'amour, à la passion, alors qu'en réalité c'est de la destruction. Et donc du coup, c'est pour ça que chez certaines femmes, c'est quelque chose qu'elles peuvent rechercher, et quand elles sont face à des hommes plus stables, plus respectueux, plus doux, plus calmes, elles peuvent avoir la sensation que ces hommes-là ne les attirent pas du tout. En fait, en réalité, l'attirance, ça s'adapte. L'attirance, c'est ce à quoi on prête de l'attention, et c'est ce par quoi on va se laisser toucher par l'autre. Donc quand toute ma vie, j'ai fait face à un certain type d'homme, forcément que je connais ce certain type d'homme, forcément que je sais l'apprécier. Alors que quand j'ai pas du tout été confrontée à des hommes calmes, respectueux, stables et avec qui on est sur les deux pieds d'égalité, je peux avoir la sensation que c'est plus mou, que c'est plus morne, que c'est plus mort et que je vais m'embêter. Alors qu'en réalité, si je prenais le temps, je me rendrais compte que je peux aussi m'adapter à ça et que ça peut aussi me nourrir. Il va y avoir également deux autres critères des femmes qui sont plus susceptibles que d'autres à attirer des hommes toxiques. L'avant-dernier, ça va être l'empathie excessive et le manque de discernement, plus particulièrement chez les personnes à haut potentiel intellectuel et chez les personnes hypersensibles, mais souvent les femmes très empathiques, qui se mettent souvent à la place de l'autre, qui sont du coup plus sensibles aux histoires compliquées, plus sensibles au discours de l'autre. Ça va en fait créer une sorte de confusion parce que la personne empathique, très empathique, excessivement empathique, elle va avoir souvent du mal à poser une limite face à quelque chose qu'elle comprend émotionnellement.
Parce que comme ça va l'engager en tant qu'humain, ça va la pousser parfois à rationaliser des comportements destructeurs en se disant que ça peut être compris quand on connaît l'histoire de la personne. C'est utile quand on est psychologue, quand on souffre dans une relation toxique, ça l'est pas du tout. Parce qu'en fait, ça nous met dans une position de sauveur quand en réalité on est victime. Donc ça peut empêcher à ces personnes-là de voir des signes de toxicité et justifier l'injustifiable. Et pour terminer, ce qui explique aussi ces comportements-là, ça va être des mauvaises attentes, des mauvais critères et une fausse interprétation de ce qu'est l'amour en confondant l'honnêteté et la méchanceté, la discipline avec une trop grande rigueur, la passion avec l'abus, le manque de respect des limites personnelles, confondre aussi le caractère impressionnant d'une personne avec ce qu'il se permet et qui n'est pas normal, ou encore l'admiration qu'on lui voue avec le fait de le mettre au-dessus de nous et de le mettre sur un piédestal. Donc comme vous l'avez vu, tout ça c'est souvent sous-tendu par les modèles parentaux qui ont été les nôtres, qui eux-mêmes ont façonné notre modèle d'attachement, qui lui-même a façonné notre estime de nous et qui elle-même a façonné croyances, critères, perception de l'amour et donc toutes nos habitudes relationnelles. C'est très profond de travailler sur tout ça parce qu'il y a énormément de choses à reconstruire, à déconstruire, à reconstruire, mais c'est pas impossible. Par contre, c'est très difficile de le faire quand on est seul, surtout quand on est en prise à ces relations-là, parce que par définition, on ne peut pas être l'observateur, le transformateur et la victime d'une chose qu'on essaye de changer à la fois. Donc c'est pour ça que si vous sentez que c'est le moment pour vous de changer en fait ces mécanismes-là, car vous savez qu'une autre façon de relationner est possible et que vous savez que ce que vous vivez, ce ne sont pas des relations saines et que votre manière d'être en relation n'est pas saine, eh bien la thérapie peut vous aider justement à changer ça. Il y a différents types de thérapie. Moi, ce que je pratique, c'est la thérapie brève. Donc ça va être des outils divers, comme ceux que j'ai présentés en introduction, l'hypnose, la PNL, les constellations familiales, qui vont vous présenter en fait plusieurs protocoles, plusieurs outils pour venir changer, renforcer la sécurité émotionnelle, renforcer l'estime de soi, renforcer l'attachement pour qu'il devienne plus sain, couper les relations toxiques. La thérapie brève, c'est quelque chose qui est transformateur et qui surtout vous met en action. Donc si jamais vous vous sentez appelé par cette pratique-là et que vous avez envie d'en discuter avec moi, vous pouvez tout à fait réserver votre appel de thérapie brève offert. C'est un appel de 30 minutes dans lequel on va faire le bilan de votre situation, de votre objectif. Je vais prendre le temps de vous expliquer mon cadre de travail et ensuite, si on peut travailler ensemble, à ce moment-là, je vous proposerai de faire une première session avec moi. Donc pour réserver, c'est le premier lien dans la description de cet épisode. Vous réservez le créneau, vous remplissez les questions et puis ensuite on pourra savoir au téléphone. Pour terminer, je vous laisse aller dans la description de l'épisode pour regarder les outils que vous pouvez obtenir et qui peuvent vous intéresser. Donc ce sont de petits programmes ciblés et accessibles pour commencer un travail sur vous-même. Donc il y en a sur des sujets différents, rupture amoureuse, relations toxiques, dépendance affective, estime de soi. Ensuite, je vous laisse aussi me laisser des commentaires, des questions, des soutiens pour la chaîne et pour le podcast en likant la vidéo, en évaluant le podcast de 5 étoiles pour que ce soit partagé à de plus en plus de personnes. Je suis également disponible sur Instagram, TikTok, Facebook, Spotify et j'en oublie toujours un, YouTube, pour que vous soyez tenus informés de tous les événements S'aimer plus et me rejoindre sur ces différents réseaux. Vous avez les identifiants juste là et les liens en description. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.